Pinocchio, pantin merveilleux. C'est comme ça que est défini pour la première fois au chapitre 2 du livre Pinocchio. Pantin merveilleux, merveilleux pantin. Dans les intentions de Geppetto, alors, donc, il y avait tout de début l'intention de faire quelque chose d'extraordinaire, pas un pantin comme les autres, merveilleux. Il n'y a pas hasard. On verra, il n'y a pas hasard dans l'histoire de Pinocchio. Il y a déjà une volonté intérieure au bois et la volonté, l'amour d'un père qui n'a pas, même pas de femme et même pas de fils, a donné toute sa vie, mais à un pantin merveilleux. Si on pense à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, il y a l'hasard, car on découvre que la transformation a lieu à cause d'un lot de sels avariés. Quand les sels avariés sont terminés et le docteur ordonne un nouveau lot, que ne pas avarier, la transformation va hors de contrôle. Pinocchio, il est déjà hors de contrôle. Et on peut partir par le nom, parce que Pinocchio, dans l'italien de l'époque, c'était la façon plus élégante, moins vulgaire, de dire Pinolo, c'est-à-dire pignon. Maintenant, on ne dit plus. Aussi parce que Pinocchio, c'est trop célèbre comme le pantin, et parce que une langue a ses transformations dans un siècle comme ça. Et maintenant, on dit Pinolo. Et laissez-moi dire maintenant, on risque de ne dire plus rien parce que le Pinolo, les pignons sont disparus. Et les arbres de pin dans toute la côte italienne sont attaqués par un parasite marocain qui est venu du sud parce que pour le chauffage de la température. Alors il y a un problème maintenant avec les pignons. Il n'y a plus tous les garçons comme moi, les enfants comme moi, des années 60, 70, en Italie, qu'on connaît bien les pignons, parce qu'on a joué, on a mangé, on a passé les après-midi à chercher les pignons. Maintenant, il n'y a pas. Même pas dans les bois de pin, il n'y a pas de pignons. Mais quand même, Pinocchio, ça veut dire ça. Il y a d'autres interprétations que peut-être ont aidé Carlo Lorenzini à choisir ces noms. Parce que le père de Carlo Lorenzini, il était cuisinier. Et il était cuisinier à patron. Il vivait avec sa famille où vivait son patron. Il était cuisinier dans la villa, dans les châteaux. Et pendant des années, il a travaillé et vécu avec sa famille, avec Carlo Lorenzini, petit, dans un petit château tout à côté de San Miniato, en Toscane, où il y avait un petit fleuve qui s'appelait Pinocchio. Mais c'est plutôt plus probable que l'origine de ces noms, que maintenant c'est tellement familial pour tout le monde qu'il semble être toujours existé. Mais il n'existait pas. Avant de 1883, il n'existait pas. A été inventé.
Et c'est plus probable que ça vient du fait que le pignon, c'est la part vivante du bois du pain. C'est le grain, c'est le fruit, c'est le futur, c'est le destin. C'est un symbole. C'est plus probable que vient de ça parce que maintenant, le mot pinolo, à l'époque, le mot pignon, il toujours donne cette idée d'énergie. Parce que on peut le manger. C'est quelque chose de vivant, d'énergétique. Mais il était aussi, il dit, Carlo Lorenzini, il le fait dire à Geppetto, quand il choisit le nom « Je t'appellerai Pinocchio », j'ai connu toute une famille de Pinocchio. C'était Pinocchio le père, Pinocchio la mère, petit Pinocchio les garçons. Et il dit, c'était le symbole de la pauvreté, parce que les plus riches d'eux, ils demandaient la charité. Alors c'est le symbole de la pauvreté et du destin, du futur. Parce que, comme je disais tout au début, il n'y a pas de hasard dans cette histoire. C'est déjà décidé qu'on parte d'un bois qui n'est pas un bois normal, qui va devenir un pantin merveilleux parce que le bois même est spécial. On dit qu'il y a Marco Ferrari, que c'est un journaliste, écrivain italien du XXe siècle, qui a défini les aventures de Pinocchio, l'évangile de l'enfance. Et bien si on comprend que peut-être cette définition, l'évangile de l'enfance, a été choisie pour la grande diffusion, pour la pauvreté, pour la simplicité. Il y a d'autres liaisons avec les évangiles qui peut-être on n'était pas décidés par Carlo Lorenzini, qui n'était pas connu pour être théologiquement préparé, mais comme dans les évangiles, dans tous les livres, les aventures de Pinocchio, le mot beau, le mot beauté n'existe pas. Il n'y a pas de beauté. Même dans les évangiles. La beauté, c'est une catégorie, l'esthétique, c'est une catégorie que ce n'est pas important pour les messages des évangiles. Et c'est la même chose pour Pinocchio. Il n'y a rien de beau. Et il n'y a jamais la beauté prononcée. Il y a l'intention de la beauté quand Pinocchio, avec la monnaie lui donnée par Mangiafuoco, il pense qu'il va acheter une très belle veste pour son père, qu'il avait donné sa veste pour le livre. Alors, c'est une intention pour lui. Et c'est la seule fois dans tout le livre où il y a cette catégorie de la beauté, hein, une belle veste. Et laissez-moi dire, moi je suis grandi en Toscane. Et l'histoire de Pinocchio se déroule en Toscane. C'est Toscane la langue. C'est Toscane Carlo Lorenzini qui n'a bougé presque jamais de Florence quand il s'est installé là, faire le journalisme d'humeur et de humeur, le polémique, les histoires de la ville de Florence que
avait connu 10 ans de gloire, parce que pendant 10 ans, Florence était devenue la capitale d'Italie. Mais après la prise du Vatican et de Rome, Florence a été abandonnée comme capitale pour Rome. Et tout de suite était rentrée dans sa provincialité, parce que Florence était bien sûr le symbole de la Renaissance, était la ville d'art, et tout ça, mais elle n'était pas une capitale, comme Naples, comme Turin. Même pas Rome, c'était une capitale. Il y a Zola qui est passé par là dans les années 80, quand Pinocchio était en train d'être publié, et dans ses journaux, il dit qu'ils sont en train de faire une chose horrible à Rome, qui était une toute petite ville avec la campagne, avec le vin, avec les chèvres. Et ils sont en train de bâtir le quartier que maintenant s'appelle Prati, qui est un quartier avec des grands bâtiments de 7, 8 étages et tout ça. Et Zola dit non, ça c'est vraiment horrible. Parce que Rome, ce n'est pas une capitale. Elle n'a jamais été une capitale. Elle était un État, peut-être, mais avec de petites rues, avec une structure, que ce n'était pas la structure où le monarque, où le roi, le président montre ses muscles. Les peuples sont différents. Les muscles des peuples sont les armées des autres, des Français normalement. Et il n'y avait pas besoin de montrer rien, il n'y avait pas de perspective, il n'y avait rien. Il y avait cette explosion d'art, d'architecture, mais dans une ville qui s'était vraiment trascurée. Alors, Florence a été abandonnée pour Rome, c'était logique, historiquement, mais ce n'était pas urbanistiquement meilleur que Florence. Et Carlo Lorenzini se trouve travailler là quand, après 10 ans de gloire, Florence a rentré chez elle, une ville moyenne avec un grand passé, un présent qui avait été un grand présent pendant 10 ans, et après, il rentre. Et c'est un présent de petites polémiques, politiquement petit. Et il travaillait de ça. Il était dans ce milieu-là, très raciné, presque jamais bougé. Alors la langue, c'était très important. C'était très importante. Et il faut rappeler que la langue italienne, littéraire italienne, avait déjà été choisie par Alessandro Manzoni il y a 30 ans à Florence. C'était là qu'on trouvait la langue italienne littéraire, la langue pour la poésie, la langue pour les romans et tout ça. Parce que la langue d'Alessandro Manzoni italienne, Alessandro Manzoni, il écrivait français comme ça, il parlait français comme ça, et après il parlait milanais. Et la langue milanaise est très vulgaire, très... c'est pas bon. C'est pas bon pour faire de la haute littérature. Il a écrit la première version de l'histoire de la colonne infamée en langue lombarde, milanaise. Mais ça ne marche pas parce que ça semble vraiment une caricature d'italien. Et il le sentait. Et il est allé à Florence étudier la langue qui, après son chef d'œuvre, I Promessi Sposi, est devenue automatiquement la langue italienne. Tout le monde venait à Florence apprendre la langue pour écrire. Et on est là 3, 4 décades après.
Et Carlo Lorenzini, il n'a pas besoin d'apprendre rien parce que c'est la langue de son enfance. Et il va chercher dans la langue florentine, devenue italienne, officielle, il va chercher pas la beauté, il ne parle jamais de la beauté, il va chercher les éléments basiques qui correspondent à l'enfance. Parce que c'est une histoire d'enfance. Pinocchio, il est un enfant, il est un pantin tellement merveilleux qu'il est pratiquement un enfant. Mais il est un enfant qui ne va pas à l'école. Même le premier jour, il va à l'école. Et, comme je disais, laissez-moi dire, je suis grandi en Toscane. La Toscane, c'est l'alentour de toutes les aventures de Pinocchio. La Toscane est merveilleuse. Elle est très, très belle. Et dans le 19e siècle, elle était déjà très, très belle. Parce que c'était un territoire très anthropisé, très modelé par la main des hommes, des artistes, des architectes. C'était déjà belle. Mais quand on n'a pas les instruments culturels pour reconnaître la beauté, il n'y a pas. Il y a la peur. Je rappelle de mon enfance, avant l'âge de l'école, quand mon père nous amenait faire des tours, je rappelle rien de beau, je rappelle la peur. Parce que c'est que quand tu es appris, le cyprès, les châteaux, tous les éléments qui démontrent le talent, le génie des architectes, quand tu as les éléments pour le lire, ça c'est la beauté. Mais quand tu n'as pas, parce que tu ne sais rien, ça ce sont toujours des choses qui ont quelque chose de... une menace, parce qu'ils sont grands, parce qu'ils parlent, ils hurlent. Ils hurlent une langue de beauté que tu n'entends pas. Et tu es un garçon, et tu es là, dans une merveilleuse région, et tu ne vois que la menace. Et Pinocchio est tout le temps menacé. Il est tout le temps menacé parce qu'il est un enfant qui n'a pas les instruments pour reconnaître la beauté. Ça, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire parce que il était en train d'écrire un livre d'aventure qui se déroule en Toscane. Il était florentin, toscan. Il n'était pas florentin, il venait de Collodi, que c'est une campagne plutôt de Pistoia que de Florence, mais il était raciné à Florence comme journaliste, et il vivait là. Et il ne va même pas utiliser le premier élément connu dans toute l'Europe pour lequel le mot même Florence était mentionné, la beauté. Pas de beauté. La langue. Comme tous les journalistes comme lui, les écrivains, les journalistes très racinés dans sa propre région, territoire et tout ça, il avait un instinct plus qu'une vraie préparation philologique pour la langue. Et alors, tandis que le florentin était devenu depuis 30 ans la langue officielle, et il venait de toute l'Italie à l'apprendre pour écrire. Et vous savez, les meilleurs, les plus grands stylistes de la langue italienne, bien sûr, sont les Toscanes, car ils n'avaient rien à apprendre, mais ils sont les Siciliens, qui étaient tellement lointains avec leur
dialecte que c'est une langue, que quand ils ont appris les Florentins, Leonardo Sciascia, Pirandello, Bufalino, les grands écrivains italiens, siciliens, ils sont les plus grands stylistes de la langue florentine parce qu'ils ont appris. Et ils l'ont appris comme une langue étrangère, tellement lointain de leur propre langue. Mais Carlo Lorenzini, il appartenait aux écrivains, journalistes qui avaient de la chance parce qu'il parlait et il écrivait déjà dans ces langues-là. Et on a observé que la Toscane, dans les aventures de Pinocchio, comme elle n'est pas dans la beauté, qui est le signe historique de cette région, elle est toujours là, quand même. On dit, par exemple, quand on rentre dans les ventres du requin, à la fin, il parle d'une odeur tellement forte, des poissons frits, que lui semblait, à Pinocchio, d'être à demi-carême. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme a été observé par Pietro Citati, à demi-carême, à Florence, en Toscane, c'est une grande veille. On ne mange pas la viande. On mange les poissons frites, les friteries toscanes. Alors on dit qu'on rentre dans le ventre du requin et on sent, on a l'odeur d'une friterie florentine dedans. Et ça, c'est la Toscane qui vient partout. Ça, c'est un exemple que je veux citer parce que c'est très intelligent et ce n'est pas moi, c'est Pietro Citati qui l'a fait. Je l'ai seulement trouvé et lu. Mais vous savez, c'est comme une lutte. Si tu es à Florence, si tu es à la Toscane, mais tu ne peux pas utiliser la beauté, c'est comme une lutte avec un bras seulement. Mais l'autre bras, c'est la langue. Et ce qui est dingue, est que lui, il utilise toutes les armes de la langue florentine. Aussi, c'est que on était perdu et que maintenant n'existe plus. La langue florentine reste le modèle de la langue italienne maintenant. Moi, je suis toscan et je n'ai pas de problème. Beaucoup de mes amis, de mes collègues, ils ont des problèmes, même sans des constructions. Parce qu'ils viennent de toute autre région où ils parlent le vénitien, où ils parlent le napolitain. Et la construction de la phrase, c'est différent. Il faut qu'ils étudient la langue. Moi, non. Pour moi, c'est toujours facile, plus facile que pour eux. Mais, quand j'exagère, parce que j'utilise des mots qui sont morts dans l'utilisation, ils n'ont pas été utilisés depuis décades, alors, justement, il me dit, bon, ça c'est une exagération de ta toscanité, on comprend bien, tu es fier d'être toscan, tu as de la chance parce que c'est la langue italienne, mais maintenant, c'est une lutte avec le mainstream italien.
À l'époque, il n'y avait pas, il y avait ce privilège. Alors, il montre toute la plasticité, toute la beauté de la langue florentine, de la langue italienne, selon. Alors, j'ai marqué un petit peu des mots, mais il y en a centaines. Trasfigurito e non trasfigurato, impresciuttiti, c'est-à-dire qu'il parlait de jambes qui semblaient des jambons. Un participe impresciuttiti, et pas prosciutto, mais presciutto, que c'est une des choses qui ont été perdues. Maintenant, en italien, on dit prosciutto, mais encore le dialecte toscan dit presciutto. Polendina, c'est le nickname di Mastro Ciliegia. Un sacco e una sporta, c'est une façon de dire qui me ramène à mon enfance. J'entendais le vieux dire un sacco e una sporta pour dire beaucoup de choses. Formicole, pour dire fourmis, pas formiche, formicole. Lavorare a buono, c'est la messe in capo. Gambe aggranchite. Et j'aime beaucoup tous ces mots-là parce qu'ils sont des mots qui n'existent plus. Elles n'existent plus. Personne qui écrit les utilise. Elles sont très expressives parce qu'on parle de jambon, on parle des autres animaux. Ce sont des mots très, très beaux, avec une histoire. Et à ce moment-là, il était libre de l'utiliser sans avoir l'idée d'écrire quelque chose en argot. Il écrivait en argot, mais Alessandro Manzoni, milanais, pas lui, avait décidé que cet argot, c'était la langue italienne. Alors, il donne la force, comme il ne pouvait pas utiliser la beauté de la Toscane et de Florence et de l'art, de l'architecture, de la nature, comme il ne pouvait même pas parler de la bonne viande, de bon manger, parce qu'on parle de pauvreté. Et Geppetto ne mange même pas. Il n'a même pas l'argent pour manger. Et tous les autres, la faim, c'est l'énergie de l'histoire. Et c'était une autre chose très célèbre de Florence et de la Toscane. On mange bien. On boit les bons vins, mais c'est la même chose. Ça coûte. Et il n'y a pas d'argent là. Le seul argent a été le cadeau de Mangiafuoco, mais a été volé. Dans 2 chapitres, c'est disparu. Il n'y a pas d'argent. Alors, il n'y a pas la possibilité de mettre en scène la beauté, la bonne vie de la Toscane. Il y a la langue. La langue, elle reste là. Il y a la culture des proverbes. Il y a beaucoup de proverbes. C'est une façon de parler des paysans. La culture des paysans. Ils parlent par proverbes. Ils ne sont pas responsables. Ils vont répéter parce qu'ils sentent que cette séquence des mots, ça veut dire quelque chose. Peut-être elle est très belle, cette séquence, mais ils ont appris par cœur. Et il le dit avec l'innocence de ceux qui ne connaissent pas ce qu'ils font. Les proverbes. Il y a une richesse dans les proverbes toscanes. Il y a des livres comme ça. Parce que, bien sûr, c'est une tradition comme dans toutes les autres régions, mais ils sont exprimés en italien, en ces langues qui deviendra l'italien.
Et ici, il y en a. Il y en a plein. Alors, on peut dire que cette unité d'Italie qui venait d'être concrétée, parce que quand Manzoni était à Florence à transformer les Florentins dans la langue italienne, il n'y avait pas l'Italie. Pas encore. Mais en 1883, il y avait une toute jeune Italie, unie, tandis que la langue italienne, avec les argots, les dialectes, elle existait depuis bon siècles. On pouvait s'entendre entre les régions qui étaient des États différents qui peut-être faisaient la guerre. Mais on s'entendait, parce qu'il y avait une langue. Délabrée du sud du nord, avec une sorte de barycentre, des centres gravitationnels, exactement au centre d'Italie, à Florence. Et donc, on parle de la beauté et de l'unité d'Italie, qui était la nouveauté entre le temps de Manzoni. Il écrivait du XVIIe siècle, c'est vrai, mais il vivait dans le XIXe. Mais il vivait dans une situation où il n'était même pas italien, il était lombard, il était demi-français, et il avait inventé sa propre façon d'être italien en choisissant la langue à Florence. Et donc, les symboles, on a les symboles, on a parlé des symboles de la pauvreté, du destin, du futur. Il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de bon vivre. Mais il y a, comme je disais, l'indépendance. Presque l'anarchie. On a Dubois, tout au début du livre, qui est déjà indépendant et hors de contrôle. Et il est senti comme une menace par Polendina Mastrociliegia. Et lui, il donne ce bois à Geppetto, qui avait déjà pensé qu'il voulait faire un pantin merveilleux. Mais il n'avait pas les bois, parce qu'il n'avait même pas l'argent pour acheter une pièce de bois. Alors, ces pièces de bois, il était déjà intentionné, impertinente. Il a dit impertinente, avant de devenir un pantin. Il est déjà hors de contrôle. Jekyll, il perd le contrôle sur Hyde quand les sels avariés sont terminés et il prend des autres qui ne sont pas avariés. Alors, il perd le contrôle. Lazare. Dans Pinocchio, je parle de Jekyll, pas parce qu'il n'y a rien en commun, mais parce que ce sont des archétypes. Là, il y a Lazare. Ici, il n'y a pas Lazare. Il y a une nature sauvage que, de temps en temps, se manifeste dans simple et très pauvre pièce de bois qui est déjà intentionnée, qui est déjà impertinente. L'amour de Geppetto le transforme dans ce pantin merveilleux, mais il est déjà intentionné, il est déjà impertinent. Et la première chose qu'il fait, quand il a 2 pieds, c'est de s'échapper. La première. Il n'y a pas un rapport entre le père et le fils, parce que le fils ne reconnaît pas. Il est un bois impertinent. Et il est déjà ça, le destin
Il est un pignon. Il doit faire comme ça. C'est sa nature. C'est le mystère de sa nature. C'est le mystère de la nature. Et il y a un élément qui sauve Pinocchio du destin végétal et qui le rapproche à un destin humain, c'est le nez. Car on dit, bon, le nez, c'est le symbole des mensonges. Oui, c'est vrai. Mais le nez, il grandit tout de suite. Il est à sa fois une chose vivante, impertinente, vivante et indépendante. Il a une vie propre, le nez. Et c'est par le nez qu'il est attrapé par les carabiniers quand il essaie de passer au-dessous des jambes. C'est pour le nez qu'il est rattrapé au destin humain. Alors, c'est symbole, le nez, que tout simplement on dit, bon, les mensonges, Pinocchio, c'est le symbole de la mensonge. Mais oui, il ne dit pas plus mensonge que mon fils, que chaque enfant. Il ne dit que peut-être 3, 4 mensonges dans toute l'histoire. Et parfois, il est très, très sincère. Mais le symbole, oui, Pinocchio, c'est le symbole même de la mensonge. Ce n'est pas vrai, parce que le nez, ce n'est pas tout simplement l'indication, le display qui dit qu'il est en train de prononcer un mensonge. C'est l'élément de conjonction entre le bois vivant, indépendant et tout ça, et les destins de garçons humains qui l'attendent. Et c'est pour le nez qu'il est attrapé. Donc, le nez aussi, c'est un destin. Mais c'est un destin différent du destin originaire du pignon. Le pignon, donc, bon, le pignon doit faire son histoire. Et son histoire, c'est exploser d'énergie comme du bois vivant. Le destin représenté par l'existence de ces nez, indépendant même du bois d'où il provient, c'est un destin, on verra, humain. Et à ce moment-là, on est obligé à changer de continent. Il faut se porter à l'Amérique. Pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'avec un bois pas impertinent, un bois docile, un bois qui se laisse manipuler, Geppetto bâtit un petit bateau pour aller chercher Pinocchio perdu. Il dit, dans les lointains Amériques. Pluriel. Les lointains Amériques. Il part pour les lointains Amériques avec ce très très petit et faible bateau qu'il avait bâti, parce que c'est là qu'il est convaincu que Pinocchio est arrivé avec le cirque et tout ça. Mais dans 1938, Pinocchio arrive vraiment dans les lointains Amériques, parce que Disney achète le brand. Et c'est toujours à lui, maintenant. Il achète des brands parce qu'il est en train de faire le film, de le faire dessiner à Aurelius Battaglia, qui est un Italo-Américain qui avait dessiné toute l'histoire de Dumbo.
c'était le meilleur. Il était italo-américain, mais à partir de 1938, c'est-à-dire 50 ans, un demi-siècle après sa naissance comme personnage, Pinocchio devient américain, des propriétés américaines. Alors c'est vrai qu'il est là, dans les lointains Amériques. Mais c'est vrai aussi parce que il y a quelque chose d'américain dans Pinocchio que Carlo Lorenzini ne pouvait pas savoir. Peut-être qu'il avait lu, mais peut-être pas. Parce que la littérature américaine, elle était très, très, très jeune. Il n'y avait même pas encore le requin. Ce n'était pas Moby Dick, parce qu'il n'avait pas lu Moby Dick. Donc il ne savait pas qu'il était en train d'utiliser un chemin qui est exactement le chemin du roman de formation américain, qui est le même chemin du sport national américain, c'est le baseball. On part d'un lieu qui s'appelle home. On sort de ce lieu-là et on va jouer tout seul, totalement seul, contre l'équipe entière des adversaires. On joue seul contre tout, contre toute l'équipe. Si on gagne, on rentre à la maison. Home run. Si on ne gagne pas, on est éliminé. Et ça, c'est exactement le chemin du sport national, mais c'est exactement le chemin de Tom Sawyer, de Huckleberry Finn, de grands romans de formation américains, où il y a cette nouveauté d'être seul contre le monde, et la maison ne peut pas t'aider. Elle t'attend si tu gagnes. Si tu ne gagnes pas, elle t'oublie. Il y en a un autre. Il n'y a pas une tradition comme ça dans la littérature italienne, européenne. C'est plutôt américain. Ça va peut-être, pour moi, expliquer le grand succès qu'a eu Pinocchio en Amérique, aussi bien s'ils ont transformé d'une façon, pour moi, inexplicable le personnage. Et Pinocchio même, il va ressembler vraiment d'une façon très étrange à Dumbo. Pas pour une question physique, mais il semble Dumbo. Il est innocent, il est toujours, tout le temps, victime des autres, comme Dumbo. Lui, il n'est pas. Il est très... Pinocchio, il est très protagoniste de son destin, parce qu'il a l'impertinence, il a l'indépendance dans le bois. Il vient d'un bois qui décide. Dumbo, non, peut-être il est une victime. Mais enfin, il a été dessiné et organisé comme film par lui-même. Et donc, il y a des différences et des transformations de l'histoire qui ont fait les Américains. Mais on ne peut pas nier que l'histoire de Pinocchio, c'est plutôt américain qu'européen. Parce que le chemin, c'est exactement le chemin même du sport national. Homme, seul, homme. Homme, seul, éliminé. Et dans cette vision, toutes choses coïncident à la fin, même les choses qu'on a dit avec un respect sur les évangiles, sur l'évangile, non? On a dit, a été une définition des plus belles, est
que Pinocchio, l'évangile de l'enfance. Et on a dit qu'il y a 7 choses en commun, pas de beauté, même pas le mot. Il y en a un autre. Une autre chose, c'est la peur. Je vous ai parlé de la peur, de la beauté qui n'est pas comprise comme beauté, et que c'est la peur des enfants dans une région qu'ils apprendront est très très belle. Mais ils n'ont pas encore appris ça. La peur de Pinocchio, qui est seul, dans un monde d'assassins, c'est un monde dur. Bon, je vous rappelle que l'évangile de Marc, que c'est le premier, le plus ancien, dans sa version originale, ça termine avec le mot peur. Mais elles, les 3 Maries, qui ont découvert qu'il n'y a plus le corps de Jésus où il avait été déposé il y a 2 jours, parce qu'il était vendredi, après il y avait le Shabbat, on ne faisait rien. Le dimanche matin, elles vont là, les 3 Maries. Ils trouvent ouverte la porte, il y avait un grand roc, il n'y a plus, et il n'y a rien. Il y a un ange qui lui dit, qui leur dit, il est allé, comme il avait dit. Il n'est pas là. Allez-y dire à tout le monde la bonne nouvelle. Ça, c'est l'évangile, la bonne nouvelle. Il est rené. Mais, il dit Marc, elle n'en dit rien à personne parce qu'elles avaient peur. Fin. Et théologiquement, ça c'est un passage d'une intensité énorme, parce que ça, on recommence à lire l'Évangile à ce moment-là, quand il est terminé. Le mot peur. Bon, il y a même cette coïncidence de la peur, la pauvreté, la peur, l'absence de la beauté. Et maintenant, on comprend bien dans le schéma américain, un garçon, un enfant, seul contre tout le monde. Il ne peut pas être rien de beau, parce que c'est sûr que s'il y a quelque chose de beau, il est une menace. C'est sûr. Et si le garçon, l'enfant est capable de effacer les dangers, de réussir dans les épreuves, il devient soi-même. Il rentre d'où il est parti, homme, comme soi-même. Et il est accepté. Autrement, il est éliminé. Et Pinocchio aussi, il y avait quelque chose, maintenant on a compris qu'est-ce que c'était. L'impertinence, l'indépendance, la voix qui avait déjà, avant que Geppetto pense de faire un merveilleux pantin, il y avait déjà quelque chose dans le bois. C'était le destin humain. Alors pour devenir soi-même un vrai garçon, il doit faire les mêmes choses qu'ils font Huckleberry Finn, Tom Sawyer, qui sont déjà humaines, pour être acceptés. Il faut risquer l'élimination pour devenir soi-même. Et comme devenir soi-même, c'est un titre d'un livre qui parle du tour de promotion que
David Foster Wallace a fait après avoir écrit Infinite Jest, que c'est un chef-d'œuvre. Bon, la coïncidence finale, c'est sur cet homme-là, David Foster Wallace, qui est un de beaucoup de garçons qui n'ont pas réussi à devenir soi-même, qui ont été éliminés. Merci. Alors, je m'excuse de mon français, mais ça a été un petit plus haut de mes possibilités, mais j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais. Et tu as très bien fait. Je te remercie. On remercie beaucoup Sandro Veronesi. Je voudrais aussi remercier la Fondazione Nazionale Carlo Collodi qui nous a aidés pour cette conférence des Sandro, qui nous a autorisé à vous montrer les très belles images d'Antonio Nocera. Et donc voilà, je les remercie vraiment parce qu'ils ont été très, très gentils. Et là, avec Sandro, s'achève cette 6e édition d'Italissimo. J'espère que vous avez apprécié notre programmation. Pour nous, c'était important de réussir à vous proposer cette édition en présence avec tous les écrivains italiens qui ont fait le voyage à une époque où c'est encore un peu compliqué de se déplacer entre l'Italie et la France. Donc on les remercie vraiment tous. Sandro, il est là pour tous les autres. Et évidemment, au moment des remerciements, il faut remercier beaucoup de monde, tous ceux qui ont participé et qui nous ont aidés à vous proposer ce festival, à commencer évidemment par la Maison de la Poésie et toutes ces équipes qui nous ont accompagnés ces 4 jours et qui ont fait un travail vraiment remarquable. Et à côté de la Maison de la Poésie, bien entendu, tous nos partenaires, nos sponsors, à partir de l'ambassade d'Italie, il Centro per il Libro e la Lettura, Montepaschi Bank, l'ICE, l'Istituto Italiano di Cultura, les consulats italiens, l'ENIT, le Centre national du livre, la Sofia, la copie privée, Tovna Boni Art, qui nous accompagnent depuis maintenant 6 ans et qui nous aident à continuer cette aventure. Or, évidemment, il faut aussi remercier Cristina Piovani et Evelyn Pravidlo qui ont travaillé énormément pour organiser cette manifestation, et on espère que l'année prochaine, on pourra la proposer à nouveau dans sa date traditionnelle, c'est-à-dire au printemps. Mais en attendant, en fait, on s'est inventé quelque chose de nouveau. On a décidé de délocaliser un petit peu Italissimo. Et j'invite Anna Pastore, qui est là, qui est la directrice de l'Institut culturel italien de Lyon, parce qu'on a décidé qu'on pouvait essayer de porter notre expérience dans d'autres villes en Provence. Et on va commencer avec Lyon le 24 et le 25 septembre, et avec l'aide évidemment de l'Institut culturel italien, de Montepaschi Bank qui nous soutient dans cette aventure, avec la Villa Gilet, avec le cinéma Commedia, avec les librairies. Attends, il y a un micro là, que j'ai oublié, les librairies des Citres et Damn Fine Books. Damn Fine Books, et c'est tout, je pense. Et Lucio la Vagabonda. Mais voilà, je laisse la parole à Anna Pastore qui va vous dire quelque chose. Je pense qu'on a là, voilà, l'affiche avec les nouvelles dates. Et donc voilà. Anna. Oui, mais merci. C'est une occasion pour remercier le Festival Italissimo qui existe depuis 6 ans et que nous suivons aussi de la périphérie, mais nous avons aussi à Lyon un petit endroit bien dynamique, vivant et qui est brillant pour les activités
À l'Institut culturel italien, bien sûr, on essaie de collaborer, de gérer, d'organiser, de travailler en collaboration avec toutes les institutions françaises et italiennes. Et pour l'édition, on a reçu, par exemple, en même temps, avant même qu'il arrive à Italissimo, Alessandro Barbero au mois d'avril, on a commencé un petit jeu d'échange, de collaboration. Et normalement, pour ce que c'est que l'édition collabore avec la Villa Gilet, qui est une réalité pour l'édition qui est très, très importante. Et avec les librairies, avec les festivals comme Quai du Polar, on vient aujourd'hui de terminer. Et on a eu quelques-uns qui est arrivé d'Italie. Donc, on a fait un peu le jeu de témoins. Et voilà, on essaie de voir comment ça va avec la participation de quelques-uns des nouveaux auteurs, des écrivains qui ont été traduits en italien. Et pour le programme, peut-être Fabio, tu veux peut-être l'annoncer? Oui, on ne sait pas encore tout à fait dans tous les détails, mais on aura sûrement Claudia Durastanti qui viendra présenter son dernier roman et premier roman, je crois, traduit en français, L'étrangère. Il y aura Antonio Moresco, qui est un auteur très connu, qui sera avec son traducteur Laurent Lomba pour présenter son dernier ouvrage traduit en français, Les ouvertures. Il y aura aussi une lecture de certains extraits du roman. On va proposer le film de Daniele Lucchetti, Les liens, en espérant pouvoir avoir Domenico Starnone. Et puis il y aura encore d'autres éditeurs qui pour le moment n'ont pas encore confirmé. Mais bon, si jamais vous voulez faire un week-end à Lyon le 24-25 septembre, vous êtes bien invités. Samedi. Voilà, et sinon, ce sera à l'année prochaine. Et encore merci de votre fidélité, d'être avec nous. Et puis, bon vent, comme on dit, hein, et bon été et bonnes vacances. Merci encore à tous.